Nous parlons ce soir encore de la pandémie du coronavirus. On va évoquer maintenant la lutte contre cette pandémie dans les communautés. Comment est-ce que la situation a pu être gérée dans chaque communauté? Nous allons en parler tout de suite avec notre invité de ce soir, Joseph Gomado. Monsieur Gomado, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie plutôt. Vous êtes le maire de la commune du Golfe 1. Effectivement. Bien. Alors, la pandémie du coronavirus dans les communautés, on le sait, et quand on regarde les statistiques depuis que le premier cas a été découvert au Togo, c'est surtout les préfectures du Golfe qui concentrent le plus de cas. Est-ce que, au niveau de vos communautés, cette situation a généré beaucoup de peur, d'anxiété? Est-ce que vous avez senti cela finalement? Avant de répondre à votre question, je tiens quand même à remercier à travers vous tous les journalistes du Togo, puisque au cours de cette pandémie, nous avons senti votre présence sur tous les fronts et nous vous en remercions vraiment très sincèrement. Sinon, c'est chacun des maires qui va passer de maison à maison pour sensibiliser. Donc, tous nos remerciements à tous les journalistes. Bon, le 6 mars, lorsque le premier cas a été identifié au Togo, je crois que c'est la peur, c'est la peur qui a envahi tous les Togolais. Mais nous avons constaté que le 16 juin passé, lors du bilan, on a constaté que 49% des cas contaminés au Togo, c'est dans la préfecture du Golfe. Donc, c'est vraiment très alarmant. Et ce qui veut dire que la peur qui nous a envahis au départ, il y a un relâchement qui est inquiétant à ce jour. Donc, à notre niveau, nous redoublons d'efforts pour toujours renforcer cette lutte sur le terrain à travers les sensibilisations, surtout dans les zones à risque. Surtout dans les zones à risque. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Alors, finalement, votre constat, ça a été ce fait que cette peur n'a pas généré une prise de conscience, c'est ça? Non, si vous sillonnez un peu la ville de Lomé, vous allez constater que bon nombre de Togolais qui sont conscients, si je prends le cas de la commune du Golfe, ils sont conscients. Et nous avons fait d'ailleurs une étude dont j'ai le rapport provisoire ces derniers temps. Plus de 90% de la population reconnaissent que la maladie existe. D'accord. Ça, c'est encourageant. C'est encourageant. Mais dans la mise en œuvre, dans la mise en application des mesures barrières, c'est ça qui fait défaut. Et vous allez constater qu'il y a bon nombre de nos concitoyens ne portent pas les masques, et ce qui fait un peu peur. Et dans cette étude que nous avons fait pour élaborer notre plan d'action, après le Covid, comment vivre avec le Covid, après le Covid, on a constaté également que 3,5% des personnes interviewées ou bien enquêtées, 3,5% disent que c'est la maladie des Blancs, et 3,3% disent que c'est de la pure politique. Donc, si nous faisons une extrapolation de l'ensemble de notre population qui est chiffrée à 496 870, ça fait 17 000 personnes qui ne sont pas conscientes. Donc, c'est énorme. C'est énorme et ça fait peur. Ça fait peur pour ceux qui ont conscience et appliquent les mesures barrières. Ça fait peur. Donc, on a cette obligation de redoubler de vigilance, de redoubler d'efforts pour sensibiliser. Pourquoi ne pas mettre en œuvre des mesures coercitives pour rendre... On va venir à ça tout à l'heure, mais
je vous remercie pour ça. Vous avez commencé cette émission en saluant le rôle que les médias ont joué dans la sensibilisation. Vous, les maires également, vous avez été au front, vous avez beaucoup expliqué, vous êtes passé sur les médias. Chaque média s'est lancé du mieux qu'il peut dans la sensibilisation. C'est quoi finalement cette défaillance qui peut expliquer qu'il y ait encore des gens aujourd'hui qui se disent c'est une maladie des Blancs, ce truc est politique, c'est purement inventé? Non, je trouve que bon, c'est la discipline qui fait défaut. C'est la discipline. Si on veut construire un pays, c'est-à-dire avoir la santé pour s'occuper du développement, il faut la discipline. Oui. Et je vois que bon, c'est ça qui manque un peu. Mais c'est un effort de longue haleine qu'on doit mettre en chantier. Les communes, c'est une structure nouvelle, donc on doit s'habituer et discipliner les gens. Ça ne va pas être facile. Lorsque, par exemple, on dit qu'on ne doit pas se regrouper 15, mais les gens font fi de cela. Oui. Et les jeunes jouent encore dans nos quartiers. Il faut les forces de sécurité pour les dissuader. Je crois que c'est la discipline et le manque de vision et l'objectivité qui manque au niveau de nos concitoyens. Bon, moi je ne prends pas ça d'office comme un défaut, mais c'est un manque qu'on doit corriger et au fil des années dire que bon, le développement c'est tout le monde et on doit être en bonne santé pour penser au développement. Alors, finalement, est-ce que vous, puisqu'on parle ici de la lutte contre la pandémie dans les communautés, est-ce que vous pensez que les élus locaux que vous êtes, vous avez été suffisamment associés à cette lutte? Oui, effectivement. Je me rappelle que dès l'observation du premier cas, le chef de l'État même nous a invité tous les maires de la commune du Golfe 1 pour nous donner des orientations, ce qui veut dire que dès le départ, on est associés. On est associés et nous, comme l'État, au niveau de l'État, il y a ce comité qui est mis en place. Nous sommes appropriés de cette méthode et au niveau communal, nous avons mis également notre comité d'éveil et de riposte qui nous donne, on se rassemble, c'est composé de forces de l'ordre, des chefs traditionnels, des responsables des CDQ, du secteur de la santé, des conseillers. Donc, on s'est mis vraiment en action, en rang de bataille, mais bon, il y a toujours à faire sur le terrain. Finalement, quel a été concrètement votre travail durant tous ces mois qu'on a connus? On a été au plus fort de la crise. Quel a été véritablement votre travail? Dans un premier temps, nous avons sillonné les marchés. Nous avons 11 marchés dans notre zone. Nous avons sillonné les marchés. Nous avons parlé avec nos mamans, nos sœurs et nos femmes dans les marchés. Et ils nous ont dit, elles nous ont dit plutôt le manque de disponibilité des masques. Parce que vous êtes sans savoir qu'au début, les masques ont flambé et on a pris quand même sur nous de fabriquer les masques artisanaux et on a fabriqué 10 000 au niveau de notre commune qu'on a distribué gratuitement à nos mamans dans tous les marchés. Dans tous les marchés. Et nous avons organisé des tournées de sensibilisation par des véhicules de sonorisation. Et au-delà de ça, il faut toujours en permanence parler aux femmes au niveau des marchés. Nous avons commandé 11 woofers et on a enregistré sur les clés USB des messages pour leur parler. Mais ça ne suffit pas. Il faut toujours aller sur le terrain et autres là. On a été aussi appuyé par Sim Togo avec les prospectus et autres là qu'on a distribués dans les quartiers et que les responsables des CDQ nous ont aidés à sensibiliser puisque les CDQ, c'est les quartiers, les responsables maîtrisent plus leur quartier. Ils ont eu ce devoir-là de sensibiliser leur population. Donc, l'accent surtout a été mis sur la sensibilisation et également on a travaillé avec la force spéciale
anti-Covid-19 pour dissuader ceux qui ne veulent pas, surtout les jeunes qui se regroupent pour jouer au-delà. Et nous avons mis également, au niveau de chaque quartier, la commune, nous avons 36 quartiers et on a mis en place des points focaux composés du chef quartier, du responsable du CDQ, qui nous signale dans ces quartiers quand il y a des regroupements pour enterrer. Vous êtes sans savoir que notre commune, la grande partie, c'est les autochtones, les baies, on aime vraiment faire les enterrements. Les enterrements et autres là. C'est le social vraiment sur nous, mais il faut faire avec Covid. Donc on a à chaque enterrement, on sollicite la force anti-Covid pour vraiment encadrer, dissuader les gens. Donc on a fait ce travail-là et c'est rentré dans les habitudes à ce niveau-là, surtout au niveau des enterrements. Donc c'est toutes ces activités-là qu'on a fait et les résultats sont là, mais quand même on peut dire que c'est un peu mitigé puisqu'on ne maîtrise pas le nombre de cas exacts dans notre zone, parce que généralement dans le rapport on dit district 2, district sanitaire 2 et 3, alors que notre commune chevauche sur les 2 districts. Donc on n'a pas les statistiques exactes pour dire que dans notre commune, mais ce n'est pas ça l'essentiel, mais 49% dans la préfecture du Golfe, seul, ça laisse encore à réfléchir. Alors, quand vous évoquez les actions tout à l'heure, vous avez parlé par exemple de cet appui que vous avez eu de Sim-Togo pour mener un certain nombre d'actions. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'accompagnement de l'État pour vos actions sur le terrain? Non, on sait que les communes sont aujourd'hui, ça a démarré il n'y a pas si longtemps. Donc les ressources, c'est pas ce que vous avez en grande quantité. Donc. Oui, l'État en a fait. Si par exemple nous avons commandé 10 000, c'est sur notre budget. Quand on dit budget de la commune, c'est l'argent de l'État. Par exemple que l'État n'a pas encore envoyé l'argent pour soutenir les communes. Non, si l'État n'autorise pas, par exemple les recettes. Municipales, les recettes que nous faisons dans nos marchés et autres, là, on verse ça au trésor. Ce qui veut dire que si l'État n'autorise pas, on ne peut pas payer. Ce n'est pas que les recettes sont restées au niveau de la commune et on dépense. Non, on verse ça. Ce qui veut dire que c'est rentré dans la caisse de l'État et que c'est l'État qui l'autorise. Donc, on peut dire que l'État aussi fait ce qu'il peut faire. Le chef de l'État a parlé de 4 milliards, il y a 400 milliards. Même les dons que l'État a reçus, je ne crois pas que ça atteint 5 milliards. Non, donc, ce qui veut dire que la voie est encore très, très longue. Donc, on doit faire avec. Et le peu qu'on a, on doit l'utiliser pour avoir un maximum de résultats sur le terrain. Alors, vos actions, il y a eu cette sensibilisation intensive et vous l'avez rappelé avec l'étude qui a été faite qu'au moins 90% sont conscients qu'il y a la maladie, essayent de respecter les mesures barrières, mais il y a toujours ces récalcitrants qui finalement faussent tout. Oui. Et ça fait peur et c'est pour cela que moi, je demande toujours au ministère de la Santé, lorsqu'il publie les résultats, pour conscientiser nos populations, même si on dit district, il faut citer les quartiers. C'est ça. Il faut citer, c'est ça. Moi, je dis ça parce que ça peut amener un éveil. C'est ça. Que, je ne le souhaite pas, mais quand on dit, à Corée-Sewa ou bien à Blogame, les gens vont dire, ils ont dit à Blogame un cas, ou bien c'est mon voisin, ou bien c'est... Les gens vont commencer à réfléchir que, c'est proche de nous. Mais les gens, district sanitaire, le commun ne même pas les districts. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, Donc là, ça veut dire vous touchez à la communication même au niveau de la coordination de la gestion de la riposte. Oui. Bon, il faut du bon travail, parce que si on arrive à maîtriser même depuis hier, ce qu'on a dit, c'est 569. Mais
C'est avant-hier, c'est 579, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas trouvé de cas. Oui, il y a eu 0 cas. C'est ça, ce qui veut dire que bon, ils font vraiment du bon travail. Mais quand même, pour aller encore plus loin, on cite les quartiers. Ce n'est pas une discrimination des quartiers, mais quand même, ça peut donner encore une prise de conscience, vraiment aiguë de nos concitoyens. Mais il y en a beaucoup aussi qui se demandent, est-ce que finalement on n'en fait pas un peu trop avec cette maladie? Parce que quand vous dites qu'au moins 3%, en tout cas un peu plus de 3%, pensent que c'est une maladie des Blancs, ils suivent aussi les informations, ils ont vu l'hécatombe qu'il y a eu au niveau des pays occidentaux. Oui. L'Afrique ne connaît pas ça depuis les premiers cas apparus dans les pays maghrébins en janvier jusqu'à juin. L'Afrique totalise autour de 7000 décès. Le paludisme a fait pire que ça. Donc, finalement, les gens se disent, bon, c'est pas si grave que ça, finalement. Oui, mais c'est que le paludisme tue plus. Mais quand même, le paludisme, je peux faire, je ne le conseille pas, je peux faire l'automédication pour aller acheter des médicaments. Mais avec le Covid, c'est pas ça. C'est ça, c'est pour ça qu'on doit faire attention. Ouais. Et puis la contagion qui est exponentielle. Ça. Ce qui veut dire que avec une négligence, si vous ramenez cette maladie dans la maison et surtout dans ma commune où vous pouvez compter par exemple 100 personnes dans une maison, mais si vous avez 10 chambres salon dans une maison et que dans chaque chambre salon on a 10 personnes, on a dit à 100. Mais ça va être catastrophique pour nous. Je peux faire tout dans ma commune, c'est-à-dire à la préfecture, à la mairie, peut-être que ça peut venir. Vraiment, malgré que je prends les mesures, mais je reçois les gens et autres là, ça va être très catastrophique. Donc on doit faire attention, vraiment. On doit faire attention. Alors, en même temps, il y a eu aussi le démarrage des écoles. Oui. Au niveau de votre commune, vous avez veillé à ce que les mesures barrières soient respectées dans les écoles qui sont dans le ressort territorial de votre commune? Oui, au niveau, bon, c'est un souci vraiment très, très colossal. Dans la mesure où, dans notre commune, nous avons plus de 200 écoles. 200 écoles, plus de 200. Mais les communes, l'attribution, c'est préscolaire et primaire. Voilà. Et nous avons au total dans notre commune 125 écoles primaires, c'est-à-dire publiques et privées confondues. Donc nous avons sillonné, nous n'avons pas sillonné tout, il faut dire la vérité, mais on a pris des échantillons, on a sillonné, mais on a vu quand même les dispositions que l'État a prises en amont. Oui. C'est-à-dire il y a le nombre d'élèves par classe qui est réduit. Oui. Il y a chaque élève porte la bavette. Il y a les dispositions de lavage de main, mais il y a quelques établissements nous en demandent encore. Mais bon, moi je trouve que ce n'est pas là-bas qu'il y a de l'inquiétude pour moi. D'accord. Parce que des mesures ont été prises par l'État à ce niveau. Même les enseignants veillent pendant les récréations que les élèves ne s'approchent pas. Et ce que j'ai remarqué aussi au niveau qui est intéressant aussi chez certains parents, bon, vous allez remarquer qu'au matin, les enfants portent leur nourriture. Oui. C'est ça. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est pour éviter à ce que l'enfant n'aille pas acheter des choses auprès des bonnes dames qui... Ça, c'est intéressant. Mais mon inquiétude, c'est le trajet des enfants. De la maison à l'école. À l'école. De l'école à la maison. Donc, c'est pour ça que je profite de... Ça veut dire que vous avez observé que finalement, sur ces trajets-là, maison, école, et puis le retour, ils ne sont pas trop dans le respect des mesures. Ils ne sont pas trop dans le respect. Hier, par exemple, j'étais à une réunion dans un établissement scolaire vers 18h30 et il y a des cours de répétition. Oui. Mais ça fait peur. Ça fait peur parce que les enfants sont là, sans bavette, ça parle. Non.
c'est pas ça. Donc, il faut que les parents veillent. Oui. Veillent. Ça, ce n'est plus l'État. Ce n'est plus l'État, ce n'est plus le ministre de l'Éducation et autres. Non, ça, c'est les parents qui doivent veiller à ce que vous quittez l'école, vous rentrez à la maison. Bon, vous-même, vous pouvez étudier à la maison, parce que à l'extérieur, on n'arrive pas à les contrôler. Vous voyez l'heure. Déjà, vous êtes à l'école telle heure, vous sortez. Donc, si vous ne rentrez pas à la maison, bon, c'est les sanctions. On doit commencer à faire ça, parce que ça va être vraiment dommage. Le papa, la maman qui quitte pour aller chercher à manger. Et l'enfant apporte la maladie, laisse la maladie. C'est un peu... Ça va être dramatique, vraiment. Donc, les parents, nous devons prendre conscience vraiment à ça pour redoubler d'efforts et parler à nos enfants que la santé, c'est nécessaire pour affronter l'examen qui va venir dans un mois. Vraiment. Mais ça, il y a aussi ce côté de cette communication institutionnelle envers les enfants. Depuis le début de la pandémie, on a vu, il y a eu beaucoup de communication, mais c'était plus les adultes. On n'a pas fait de communication pour enfants, finalement, comme si, eux, ils n'étaient pas concernés. Oui, bon, ça aussi, c'est un manquement qu'on doit corriger, parce que au début, bon, on ne croyait pas que ça va durer. Oui. Mais finalement, on s'est décidé que les enfants doivent reprendre les cours spontanément. Je suis sûr que lors des passages du ministre et même nous les mères, on a parlé aux enfants, mais il revient aux parents de jouer aussi pleinement leur rôle à ce niveau. Parce que la communication à l'endroit des enfants aussi, il faut faire appel aux spécialistes aussi, pour toucher vraiment. Ça, c'est une communication particulière. C'est ça, il le faut. Puisque vous allez constater, les enfants jouent, vous leur demandez, elle m'a dit, après tout. Vous voyez, donc, je ne sais pas, mais on va continuer. On va continuer. D'accord. Maintenant, et sur les places de marché, par exemple, là, vous êtes rassuré de ce que vous voyez aujourd'hui? Non, on n'est pas tellement rassuré. C'est pour cela que cette semaine, on a encore, après une réunion qu'on a eue avec le ministre, notre ministre de tutelle, M. Boukessi, la semaine surpassée, on a pris des dispositions. C'est-à-dire, au niveau de notre commune, au niveau de chaque entrée, on a mis un agent. OK. Si vous ne portez pas votre bavette, vous ne lavez pas, vous n'allez pas entrer dans le marché. D'accord. Mais il y a aussi des agents qui circulent dans le marché pour rappeler, vous n'avez pas porté, vous devez porter. Mais si la dame veut être résistant, il y a sanction. C'est-à-dire, vous n'allez pas faire le marché 3 jours. Okay. Ne pas faire le marché 3 jours. Pour une dame. C'est ça, vraiment. Je crois que c'est cette disposition-là que nous avons pris à partir de lundi, et passé suite à la réunion que nous avons faite. Parce qu'on a constaté avec le ministre que lorsqu'on a enlevé le bouclage, il peut y avoir des affluences partout vers ces marchés-là. Et nous avons pris cette disposition et ça marche. D'accord. Ça marche. Alors finalement, monsieur le maire, on a constaté que dès que la pandémie s'est déclenchée, on était autour de 10, 15, 20 cas. On a maximisé la sensibilisation. Moi, je voyais beaucoup de camions, Carpodium qui circulaient. Tout le monde faisait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, j'ai comme aussi l'impression qu'il y a un relâchement dans la sensibilisation. C'est l'essoufflement, c'est quoi? Où on s'est dit le message est passé finalement? Non, le message n'est pas passé. On doit redoubler. Ça dépend aussi des moyens. Des moyens, c'est ça que nous disposons. Ça dépend aussi des moyens. Mais heureusement que ce que nous faisons, ça en fait partie. Ça fait partie. Mais il y a toujours des limites. Donc on doit toujours redoubler d'efforts puisque le 6 mars 2020,
le 6 avril 2020, vous allez constater que ce n'est pas doublé, hein, c'est quadruplé, donc ça fait peur. Mais bon, c'est un peu stabilisé. Mais cela ne veut pas dire que on doit faire, si vous constatez que bon, sur 28 065 tests, bon, on a 569. Ouais. Bon, ce n'est pas le lieu de nous réjouir, hein, oui, mais quand même. C'est pas alarmant, très, j'allais dire. Ce qui veut dire que bon, c'est maîtrisé, mais on doit toujours continuer. Il faut arriver à couper la chaîne de la propagation de la maladie. Monsieur le maire, si vous aviez, avant qu'on puisse arriver à la fin de cette émission, puisque nous sommes en train d'arriver à la fin, un message à faire passer, quel serait ce message? Bon, le message, c'est toujours à l'endroit de nos enfants qui ont repris l'école. Je dis souvent que l'examen, c'est un fait, mais vous pouvez beau apprendre pour affronter l'examen, mais lorsque vous êtes malade, vous ne pouvez pas aller à l'examen. Donc, il faut faire tout pour ne pas attraper le coronavirus. Et donc être en bonne santé pour aller à l'examen, revenir très gagnant. Et c'est toute la famille qui va gagner. Donc à nos enfants, je vous remercie parce que je suis sûr que vous écoutez ce que nous sommes en train de dire et soyez vigilants et respectez les consignes données par vos papas et mamans et évitez de ramener la maladie à la maison. Donc, c'est tout ce que je peux dire, surtout à nos enfants. Merci Joseph Gomado. Merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le maire de la commune de Golfe 1. C'est dans Lomé. Voilà qui nous amène à la fin. Je vais juste apporter cette petite précision. Il y en a qui nous interrogent. Vous nous demandez tout le temps de respecter les mesures barrières, de porter les masques, mais sur le plateau, vous ne le faites pas. Vous constatez la distance qu'il y a sur le plateau. Il y a presque 3 mètres de distance entre l'animateur et l'invité. Voilà pourquoi on le fait. Mais rassurez-vous, dans la rue, on est tout le temps à masque. On marque une pause et je vous retrouve tout à l'heure dans Regard Croisé.